va parler du pouvoir. On va parler du pouvoir, on va parler de Korach. Korach, Corée en français, c'est cet homme donc qui a remis en question le pouvoir de Moïse, de Moshe. Et on va se poser la question de savoir si Korach, si cet homme-là, est-ce qu'il avait lu Max Weber, sociologue, un des pères de la sociologie, début du XXe siècle. Et voilà. Et pour commencer, on va regarder une photo que j'ai prise il y a déjà quelques années. Tout le monde reconnaît la scène, c'est quelque chose qui est extrêmement connu. La relève de la garde devant le palais de Buckingham. Alors si on regarde cette photo attentivement, on va s'apercevoir qu'elle symbolise vraiment le pouvoir, avec ses différentes couches. La première couche du pouvoir, la première portion, c'est la partie cachée, c'est la partie du palais, avec en fait sous-entendu l'intérieur du palais, sous-entendu la présence de la reine, qui n'a même pas besoin d'être visible sur la photo, qui n'a même pas besoin d'être présente physiquement pour exprimer son pouvoir. Son pouvoir, il est sous-entendu uniquement par la présence du palais. Deuxième couche de sens de cette photo, c'est la garde. Ce sont ces soldats tellement célèbres, impassibles, qui marchent, portent des vêtements qui sont historiques, avec des particularités, ces chapeaux, ces poils d'ours, ces soldats de la garde que personne n'arrive à faire sourire ni frémir. C'est vraiment devenu une légende. Cette cérémonie dure très longtemps, plus d'une demi-heure, et c'est quelque chose qui attire les touristes du monde entier, qui est extrêmement célèbre. Donc ça, c'est la deuxième couche, c'est l'armée, le pouvoir, la force du pouvoir qui va protéger les exerçants du pouvoir, qui va protéger dans ce cas-là la reine. Tout ça, c'est symbolique, évidemment. La troisième couche de sens, c'est la grille. La grille, elle va en fait servir de séparation. Elle sépare l'intérieur du pouvoir, qui est donc représenté par la reine et par sa protection, son bras qui agit, l'armée, la force, et le peuple, c'est-à-dire ses sujets. Et effectivement, en quatrième position, on a le peuple, les sujets, qui ont le droit, on les autorise, c'est une grâce qu'on leur fait, à participer, à jouir du spectacle de ce pouvoir. C'est-à-dire que on leur permet de regarder les fastes du pouvoir. Mais en fait, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, ce qui se passe, c'est que tout ce pouvoir, toute cette cérémonie, elle n'est faite que pour que le peuple puisse la voir. Si le peuple ne regardait pas cette cérémonie, elle n'aurait aucun sens. Elle n'aurait aucun sens, et donc elle est là uniquement pour impressionner. Et elle impressionne les gens à un tel point que même parmi les sujets, parmi les peuples, parmi le peuple, il y a encore une gradation. Il y a ceux qui sont encore plus fidèles et qui expriment leur fidélité par leur volonté de venir se présenter devant la grille le plus tôt possible, et donc ils sont aux premières loges. Il y en a même un, on peut le voir sur la photo, qui arrive à être tellement en première loge qu'il peut faire pénétrer son appareil photo entre les barreaux de la grille, et les autres qui sont moins fidèles et qui sont légèrement donc en retrait. Voilà, ça c'est le pouvoir, comment il s'exerce. Là, la photo, elle s'exprime sur la Grande-Bretagne, mais en fait, c'est partout pareil. C'est partout pareil, le principe est le même. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Korach, avec Moshe? Pour Korach, l'ordre établi n'est pas immuable. C'est-à-dire qu'il a des raisons d'apparaître, cet ordre, mais si les raisons de son apparition sont suspendues, il doit disparaître. Ou en tout cas, il peut disparaître. Alors voyons qu'est-ce qui se passe, voyons quelle est la revendication, qu'est-ce qui s'est passé. Alors pour Korach, la position de Moshe, l'idée que Moshe soit au pouvoir, elle vient de quelque chose qui a été détaillé, en fait, l'exercice du pouvoir a été détaillé par Max Weber, dont j'ai parlé, donc sociologue, un des pères de la sociologie, début du XXe siècle. C'est écrit en allemand. En français, c'est publié dans un petit livre qui s'appelle Le savant et le politique, qui réunit 2 conférences. Et on s'intéresse évidemment à la conférence sur le politique. Et Max Weber distingue 3 sortes de pouvoir. Le premier, c'est le pouvoir qui est basé sur la tradition. La tradition, c'est-à-dire une longue histoire, c'est-à-dire
dynastie, c'est-à-dire des habitudes. Évidemment, dans le cas de Moshe, dans le cadre des enfants d'Israël qui sortent d'Égypte, ça ne pouvait pas exister. La deuxième option pour le pouvoir, c'est le pouvoir charismatique. Le pouvoir charismatique, il est basé sur les propriétés, les capacités d'un homme ou d'une femme à exercer ce pouvoir, c'est-à-dire une particularité interne, soit de faire face à une situation avec brio, soit d'arriver à haranguer les foules et à attirer autour de lui, si vous voulez, l'accord du peuple. Mais en tout cas, il arrive par sa personnalité, ce chef, à avoir une influence et il entraîne l'accord du peuple. La troisième façon de gouverner, le troisième type de pouvoir, c'est le pouvoir de la rationalité. C'est le pouvoir d'une logique, il y a des lois qui sont mises en place. Ces lois obéissent à des principes qui sont rationnels, qui sont compréhensibles. C'est même plus tellement celui qui exerce le pouvoir qui est important dans ce cas-là, c'est la rationalité elle-même, c'est la loi. C'est-à-dire que celui qui exerce le pouvoir, il va pouvoir être changé. Par exemple, dans les démocraties contemporaines, toutes les quelques années, il y a de nouvelles élections, les gens se présentent, etc. Donc, on change le chef. Il n'est pas lui-même en place de façon éternelle, ce n'est pas un poste à vie, en tout cas pas en principe, et ce pouvoir va passer à quelqu'un d'autre. Ce qui compte, c'est la rationalité en elle-même, c'est la loi. Et quand la rationalité évolue, si les mentalités changent, la loi va évoluer. Mais le chef peut partir, peut rester selon la volonté du peuple. On en a parlé plusieurs fois dans ces dernières semaines. Voilà, alors Korach, il arrive et il va chez Moshe et il lui dit la chose suivante. Il dit, Moshe, regarde ta mission. Quelle était ta mission que tu as acceptée au départ? Alors je vais vous lire le verset. Pareil, c'est très court, un verset. C'est de Shemot. C'est au début de Moshe, quand Moshe reçoit sa mission. Alors, le texte nous dit la chose suivante. Vayomer Hashem, donc Dieu dit, Ra'o ra'iti etoni ami, Asher b'Mitzrayim, j'ai vu la douleur, la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et sa'akatam shamati mipnei noksav, j'ai entendu ses cris, ses gémissements. Ki yadati et machovav, je connais sa douleur, je connais ses douleurs. Vayered l'atzilo miyad Mitzrayim, je suis descendu pour le sauver des mains des Égyptiens. Ou le haloto mina aretsaï, et de le faire monter, sortir de ce pays, donc d'Égypte, el eretz tova urchava, vers un pays bon et large, vaste, el eretz zavat chalav udvash, un pays où coule le lait et le miel. Phrase très connue, el makom aknani, etc. Et alors Korach, il vient, et il dit à Moshe, voilà, ça c'est ton mandat, ok? Il est vrai, Moshe n'a jamais voulu le pouvoir. Quand Dieu lui a proposé, suite à ce verset, suite à cette affirmation, quand Dieu lui a dit « Maintenant c'est toi qui vas diriger le peuple », Moshe a dit « Non, non, je ne veux pas. Trouve quelqu'un d'autre. » Et il y a eu vraiment une discussion serrée entre Moshe et Dieu, jusqu'à ce que Dieu, de façon imagée, tape sur la table, il dise « Non, maintenant ça y est, tu prends ça et c'est tout, c'est comme ça. » Et donc Moshe, son pouvoir, c'est pas qu'il l'a voulu, c'est pas qu'il l'a cherché, il est uniquement dû à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu qui s'exprime dans ce cas-là par le fait de pouvoir emmener le peuple vers Eretz Zavat Chalav Udvash, une terre où coule le lait et le miel. Et alors Korach, il vient chez Moshe et il lui dit, donc c'est dans notre sidra, et il lui dit voilà, ça c'était ton mandat, tu exerces un pouvoir charismatique, tu exprimes la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est ça, d'emmener le peuple vers cette terre de lait et de miel. Et voilà le résultat auquel tu nous as emmenés. On a vu l'épisode avec les émissaires, les espions, la semaine dernière. Donc, échec. Et le peuple doit mourir dans le désert. Alors Korach, il dit, voilà. Aflo el eretz zavat chalav udvash eviotanu. Tu n'as même pas réussi à nous emmener vers un pays où coule le lait et le miel. Vatiten lanu nachalat sadeh vacherem, pour que tu puisses nous donner en héritage, que nous puissions profiter d'un pays avec des champs et des vignes. Donc tu as échoué, Moshe, tu as échoué. Tu ne peux plus être le pouvoir charismatique que tu prétendais être jusqu'à aujourd'hui.
c'est terminé, tu ne peux plus être ce pouvoir. Okay? Alors qu'est-ce qui reste, Moshe? Peut-être te reste-t-il le pouvoir de la rationalité. Alors le pouvoir de la rationalité, là, il faut qu'on suive le Midrash qui de nouveau fait un lien avec la paracha qui précède directement le texte de cette révolte de Korach. Et le texte, c'est celui qu'on a vu la semaine dernière, c'est l'histoire, la paracha des tzitzit. Donc c'est ces franges qu'on doit coudre avec un fil très laid de bleu azur sur le coin des vêtements. Et alors Korach, il vient et il pose une question à Moshe. Il dit, imaginons un cas, c'est le Midrash qui parle, qui est cité dans Rashi. Imaginons un cas. Quelqu'un maintenant a un habit qui est totalement en trailette, en bleu azur. Doit-il rajouter ce fil? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça va changer? Tout le vêtement est bleu azur. Si je rajoute encore un fil bleu azur, j'ai rien changé. Ça ne sert à rien, ça n'a aucune logique. Et Moshe lui dit, bah si, tu as un vêtement, 4 coins, tu dois rajouter un fil de tzitzit en trailette. Quelle que soit la couleur de ce vêtement. Alors Korach pose une deuxième question. Imaginons maintenant que j'ai une maison qui est pleine de Sifrei Torah, des livres de Torah pleins, entiers, écrits, tout comme il faut. Ok? Donc si j'ai plein de Sefer Torah, j'ai toutes les parachutes de la Torah, tous les morceaux de la Torah, est-ce que je dois, en plus du contenu de la maison, mettre sur la porte la mezouza, qui en fait ne contient qu'un tout petit morceau de la Torah? Alors, est-ce que je dois le faire ou je n'ai pas besoin de le faire? La logique voudrait que non, puisque j'ai dans la maison toute la Torah. Pourquoi voulez-vous que j'ai besoin de rajouter un petit paragraphe? Là encore, Moshe va répondre, non, ce n'est pas une question de logique, c'est une question de loi et de commandement. Donc, tu dois, oui, mettre à la porte de ta maison qui comprend énormément de Sifrei Torah, tu dois rajouter encore un élément supplémentaire sur la porte, c'est la mezouza. Alors là, Korach éclate. Il dit, ça n'a aucune logique. C'est pas possible. Il n'est pas possible que tu nous dises des choses comme ça. Toi, tu as prétendu d'abord avoir le pouvoir au nom du charisme, au nom de la représentation de Dieu qui parlait. On a vu que tu as échoué, donc ce pouvoir, tu ne l'as pas. Alors, tu pouvais encore éventuellement prétendre au pouvoir de la rationalité, mais le pouvoir de la rationalité non plus, tu l'as pas. Donc, qu'est-ce que je fais, moi, Korach? Alors, il a fait la chose suivante, il a pris ses partisans et il a invité tout ce beau monde pour faire un festin. Donc 250 personnes, tous vêtus de leur talit en trailette, en bleu azur, mais sans tzitzit. Et donc il fait des sacrifices pour donner à manger à tout ce peuple. Qu'est-ce qui se passe? Les Kohanim arrivent. Parce que quand on fait un sacrifice, le Kohen a le droit à une certaine partie de la bête. Donc les Kohanim arrivent, et ils disent, ok, vous mangez, c'est très bien, alors donnez-nous ce qui nous revient. Alors Korach, il va leur dire la chose suivante, il dit, écoutez, votre chef Moshe, il prétend gouverner au nom du charisme. Ça, il ne l'a pas. Alors il dit qu'il gouverne au nom de la rationalité, mais il ne l'a pas non plus. Donc la même rationalité qu'on lui refuse pour le talit qui est totalement en trailette et pour la maison qui est pleine de Sifrei Torah, si ce qu'il raconte Moshe, c'est pas possible que ce soit la loi de Dieu, donc moi je ne crois pas que quand Moshe raconte que vous devez en tant que Kohanim recevoir une certaine partie du sacrifice, que ça soit vrai, je n'y crois plus du tout. Donc je ne vous donne rien, je ne vous donne rien. C'est-à-dire que Korach, il vient et il fait un refus de l'impôt. C'est-à-dire on lui a imposé un prélèvement sur ses biens, c'est l'impôt. L'impôt, la seule violence officielle, légale, qui est la violence de l'État, c'est l'expression de Max Weber, si je me souviens bien, lui aussi, dans le même texte. Donc, il refuse, et il remet totalement en question le pouvoir de Moshe. La discussion, en fait, elle dépasse le cadre personnel. Il ne s'agit pas uniquement de discuter entre Korach et entre Moshe, mais c'est plutôt une question de principe. C'est-à-dire que, est-ce que le pouvoir qu'on doit accepter, c'est le pouvoir charismatique ou c'est le pouvoir de la rationalité? C'est ça, en fait, la discussion qu'il y a entre Moshe et Korach et ses partisans. Donc, comment on va trancher? Eh bien, c'est la terre elle-même qui va trancher. La terre que Moshe va appeler.
Moshe va dire la chose suivante, de nouveau un tout petit verset, je vais le lire. Im kemot kol ha'adam yemutunele, si ces hommes meurent comme tout un chacun, upkudat kol ha'adam yipaked alehem, donc qu'ils suivent le destin de ce qui se passe pour tout le monde, lo Hashem shelachani, c'est pas Dieu qui m'a envoyé. Im bria yivra Hashem, si une nouvelle création sera créée par Dieu, ou patsta ha'adama et pia, et que la terre ouvre sa bouche, si on veut, ou bal'a otam, et qu'elle les avale, et ils vont descendre vivants aux enfers, vidatem kiniatsu anashim haele et Hashem, que ces gens ont blasphémé Dieu. C'est-à-dire que, et c'est ce qui s'est réalisé effectivement, la suite de la paracha, c'est ça qui nous est compté. Donc la même terre qui à l'époque avait avalé le sang d'Abel, qui a été tué par son frère Caïn, cette même terre va se transformer, elle va faire une nouvelle création qui va permettre de faire descendre aux enfers vivants tout ce groupe. C'est-à-dire qu'ils continuent à vivre, mais en enfer. C'est-à-dire que ce qu'on leur propose, en fait, ce qu'ils vont obtenir, c'est une vie dans la rationalité. Parce que la vie dans la rationalité pure, c'est l'enfer. La vie dans la rationalité pure, on l'a vu, différents régimes, ces 200-300 dernières années ont été mis en place, et la vie sous cette rationalité, que ce soit la rationalité de la terreur de la Révolution française, que ce soit la rationalité historique du communisme, elle aboutit à la suppression de l'individu. On en a déjà parlé là aussi plusieurs fois. C'est-à-dire qu'on a un principe absolu. Si la rationalité seule existe et qu'on a un principe absolu, et qu'est-ce que l'homme face à ce principe absolu? L'homme n'est plus rien face à ce principe absolu. Donc il va être broyé et il va vivre un enfer. Il va descendre aux enfers vivants. C'est ce qui est arrivé à Korach. Parce que dans cette rationalité, il n'y aura personne pour s'écrier comme l'a fait Moshe dans notre Sidra, quand Dieu voulait exterminer le peuple dans son ensemble. Moshe, il s'est exprimé et il a dit à Ish echad yicheta, un seul homme a fauté, val kol ha'eda tiktsof, et tu vas détruire le peuple entier. C'est pas possible. Ce cri, c'est un cri qui n'est pas rationnel. La rationalité voudrait peut-être que oui, tout le peuple meurt, parce que faute après faute après faute. Oui, à la fin, oui, il faudrait peut-être tuer tout le monde. Mais au-dessus de cette rationalité, au-delà de cette rationalité, il y a le cri de la justice, le cri de la pitié, le cri de prendre en compte l'homme. Eh bien ce cri-là, qui n'est pas rationnel, il est au-delà de la rationalité, il ne peut pas ne pas être présent. Donc la terre s'ouvre elle-même pour avaler vivant les rebelles. Parce que seule la rationalité, c'est pas possible. Et cette ouverture même de la terre qui va permettre le triomphe, si on veut, dans cet épisode de la vision thaumaturgique, la vision qui va dépasser la rationalité. Alors ce triomphe de la vision thaumaturgique, c'est de nouveau le couronnement de Moshe, qui va reprendre le pouvoir de nouveau, sous ce même principe de dire que son autorité lui vient directement de Dieu. C'est-à-dire que son autorité vient d'un principe qui est supérieur à la rationalité. Il n'y a pas que la rationalité qui doit gérer nos vies, mais il y a des principes qui sont intangibles, et les meilleurs arguments du monde ne pourront jamais en aucun cas les faire pencher et les faire basculer. Ça, il ne faut pas qu'on l'oublie, et c'est ça le message de notre paracha.